Est-ce que l'IA va bientôt remplacer les créateurs de contenu? La réponse est oui, mais il y a un moyen de rebondir, un moyen de s'adapter au changement. Parce que s'adapter, c'est le principe même de la nature. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. On va parler d'IA. On va parler pourquoi l'IA va bientôt arrive à maturité et va bientôt tout changer pour les créateurs de contenu. Et voilà, on va parler un petit peu de tout ça. Et après, on verra comment est-ce que nous, en tant que solopreneurs, on doit s'adapter, on va s'adapter. Enfin, en tout cas, on va essayer de voir quelques perspectives pour voir comment nous, on doit dès aujourd'hui, enfin, on peut dès aujourd'hui s'adapter, commencer à s'adapter pour faire cette transition. Parce que oui, je pense que l'IA va bientôt remplacer les créateurs. Et il y a plein de signes qui sont en train de le montrer. 2025, c'est vraiment une année charnière par rapport à l'IA, la création de contenu, etc. Ouais, c'est vraiment une année charnière. Je me souviens plus exactement, mais je crois que c'était fin 2022 peut-être, où ChatGPT a commencé à gagner en popularité. Là, vraiment, le ChatGPT a explosé. Et aujourd'hui, en 2025, on arrive vraiment à un moment charnière. Bref, bienvenue dans mon podcast. Moi, c'est Fabrice. Je suis solopreneur et créateur de contenu sur Internet depuis fin 2017. J'ai généré plusieurs centaines de clients pour des mini-produits, des petits produits à moins de 100 euros, on va dire à peu près, des fois un petit peu plus, mais en général à une centaine d'euros, on va dire, et des services high ticket, du coaching, de l'affiliation, etc. Donc j'ai testé pas mal de choses, toujours en soloprenariat. Et c'est vrai que moi je suis arrivé à une époque où il n'y avait pas l'IA, donc en 2017, fin 2017, et même où c'était pas encore la hype d'être créateur de contenu, solopreneur sur internet. Tu sais, c'est plutôt en 2020, après le Covid, où il y a eu une grosse vague de personnes qui sont restées chez eux et qui se sont dit ça serait intéressant de gagner un petit peu d'argent sur internet et voilà, et création de contenu, etc. Et du coup ça a explosé en 2020. Et donc aujourd'hui le marché n'a plus rien à voir. Donc j'ai vu voilà, quelques évolutions de marché quand même depuis presque 10 ans, hein. Ça fait 8 ans à peu près. Voilà, 8 ans. Et donc j'ai vu pas mal d'évolutions, et notamment celle de l'arrivée de ChatGPT. Bon, pour le moment, euh, ça n'a pas changé grand-chose. Bon, ça a changé quand même deux trois choses, intelligence artificielle par rapport à la création de contenu. Mais c'est surtout qu'on voit une sorte d'adaptation. En tout cas, moi, je vis une sorte d'adaptation. On sent qu'il faut s'adapter, on sent que l'IA, c'est bien, ça va nous permettre de gagner en productivité, mais quand même, au fond, ça nous menace. C'est un futur potentiel concurrent qui va tout détruire sur son passage. Et du coup voilà, on sent qu'il y a des questionnements, on sent que c'est un peu le bordel en ce moment, et qu'on essaye de tous s'adapter à ça. Moi d'ailleurs, voilà, dès que ChatGPT est sorti, moi j'avais déjà un petit peu vu Dali. Dali, c'est le générateur d'images qui maintenant est directement intégré à ChatGPT, mais à l'époque, voilà, il y avait Dali où on disait, j'ai déjà vu des articles, des vidéos où voilà, on peut dire à une intelligence artificielle à quoi ressemble une image, et on peut lui donner un prompt, hein. À l'époque, je pense qu'on appelait ça un prompt, mais voilà, et ça fait une image. Et je me suis dit, putain, c'est quand même un truc de ouf. Et j'avais pas pensé au texte. Enfin, du moins, je savais qu'il y avait déjà des générateurs de texte, mais tu vois, c'était vraiment step au-dessus pour moi. Et genre quelques mois plus tard, ChatGPT qui arrive. Je sais pas si je t'avais raconté, mais en gros, c'est un pote à moi qui fait des études pour devenir codeur, programmeur informatique, quoi, codeur. C'est lui qui m'envoie un message, genre 2 jours après que ChatGPT 3.5 soit sorti, et il me dit une IA a pris mon boulot.
Et du coup, et on parle de ça, ChatGPT, il me dit ouais, connecte-toi. Ou il me dit non, pose-moi une question hyper difficile et tu vas voir. Et moi, je lui pose une super question, tu vois, sur la nature, sur le fonctionnement de la nature, etc., les champignons, les mycorhizes. Et lui, il me dit ouais, il m'envoie la réponse. Et là, quand je vois la réponse, je fais attends, c'est un truc de fou. Je sais que c'est pas mon pote qui a pu, qui a pu générer cette réponse. Et que c'était bien, bah, justement, une IA, puis bref, voilà, etc., etc. Et du coup, moi, je me suis dit, à l'époque, j'écrivais des articles uniquement. Je faisais des posts écrits sur les réseaux sociaux. J'avais une sorte de newsletter où j'envoyais un ou plusieurs mails par semaine, ça dépendait des semaines, etc. Et en fait, j'étais que dans l'écrit. Et je me suis dit, alors en même temps, c'est bien parce que bah, ça peut peut-être m'aider pour l'écrit. Ça a été un petit peu long, mais aujourd'hui, ça m'aide énormément l'IA. Mais au début, si ça m'a aidé un peu, mais bon, bref, on verra. Et je me suis dit, mais en fait, c'est terminé quoi. Là, j'écris des articles, j'écris des blogs. Désolé, hein, c'est le matin, je suis un petit peu à l'ouest. Et là, je suis en balade, tranquille, mais je viens juste de me réveiller. Puis je me suis cogné un peu la tête. Enfin bon, bref. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est plié. C'est plié. Dans quelques années, l'écrit, ça n'a plus de valeur. Plus aucune valeur, tu vois. Et tout le temps et euh, les efforts que j'avais passés à apprendre à bien écrire, que ce soit pour convaincre, faire des pages de vente, faire des newsletters, faire des articles de blog, des pages de blog, des pages d'internet, tu vois, et même des fiches produits, parce qu'à un moment donné aussi je vendais des produits sur mon site. Bon, c'était pas du dropshipping ou du e-commerce, mais on était vraiment, ouais, je faisais de la vente de produits aussi à un moment donné. Et donc je faisais des fiches produits, voilà, le SEO, etc., etc. Et je me disais, putain, mais en fait, tout ça, ça va être remplacé. Mon boulot, il sert plus à rien. Et c'est là où je me suis quand même mis un petit coup de pied dans le cul pour me dire, il faut que bah, je me démarque dès maintenant. Il faut prendre place dès maintenant. Il faut que je commence à développer de nouvelles compétences. Et c'est à ce moment-là que j'ai lancé mon podcast à l'époque, hein. Je crois que c'était peut-être un an après, je crois, hein. J'ai quand même mis une année, tu vois. Au début, tu découvres les outils, tu vois comment tu peux les adapter pour que ça t'aide à être plus productif de ton côté. Et puis au bout d'un an, je me suis dit, bon allez, c'est le moment. Un petit peu sur un coup de tête, hein. C'est un petit peu comme ça aussi que on teste des nouvelles choses quand on est solopreneur. On, euh, on a toujours besoin d'avoir, on va dire, un pourcentage du temps que tu alloues à ton business doit être consacré à la recherche et développement. En gros, tu vas essayer de nouveaux formats, tu vas essayer de nouvelles choses. Et voilà, je ne sais plus comment ça s'est passé, mais en gros, un jour, je dis vas-y, j'ai pris mon petit micro, comme j'ai fait là en ce moment, ce que je fais en ce moment, là je suis en balade, j'ai mon petit micro lavalier, micro-cravate, et j'ai commencé à faire un premier podcast. Voilà, ça a duré peut-être une petite semaine, je me souviens à l'époque. Et j'ai publié, tu vois, une petite semaine d'épisodes, quoi. Enfin, 4, 5, 6 épisodes, je sais plus. Et au bout d'un moment, je me suis dit, c'est pas du tout le bon format. Après, j'ai switché sur un autre podcast. Mais tu vois, j'ai quand même lancé quelque chose et ça m'a donné l'élan pour faire d'autres choses. Et heureusement que j'ai fait ce switch d'ailleurs. Parce que, bon, après, je sais pas ce qui se serait passé. Mais on va dire que la cible de mon podcast, la première version de mon podcast, eh ben, n'était pas adaptée à mon prospect cible, à mon client cible. Donc du coup, j'ai fait un petit switch et du coup, ça va beaucoup mieux maintenant avec ce nouveau format. Et je regrette pas parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire le prospect que j'avais visé au premier format de mon podcast correspond plus du tout à ce que je fais. Donc du coup, un petit peu, mais plus du tout, on va dire quoi. Et bref, donc du coup, je me suis adapté. Et c'est ça qu'on va faire et c'est ça qu'il faut dès aujourd'hui. Je sens que là on est en 2025, donc on est 2-3 ans, bientôt 4 après l'apparition de ChatGPT. Et je sens vraiment qu'il y a une grande accélération et je sens que là je suis aussi en train d'achever un petit peu un cycle et je prépare aussi une nouvelle transition. Voilà, j'ai développé des nouvelles compétences à l'oral, comme le podcast, etc. Bon là, ce podcast-là, c'est vraiment, tu vois, si tu te découvres, c'est un petit peu à côté, c'est un petit peu side business qui encore aujourd'hui, tu vois,
Si tu peux rejoindre, tu vois, il y a des appels à l'action dans mon podcast où tu peux rejoindre un groupe privé d'entraide. J'ai aussi un e-book pour t'aider à lancer ton business minimaliste en 6 étapes, mais j'ai rien à vendre. Et voilà, si après même tu veux me contacter, moi, tu vois, c'est plus pour l'instant, c'est juste pour partager, aider et pourquoi pas faire des contacts aussi avec d'autres solopreneurs. Donc voilà, n'hésite pas, il y a un lien dans la description, tu retrouveras tout ce dont tu as besoin pour me contacter ou tu pourras télécharger ton e-book. Et puis voilà, mais je sens qu'aujourd'hui, tu vois, il y a une sorte de petite transition là que je suis en train d'amorcer. Et puis même, voilà, 2025, c'est vraiment une année où on sent que ça y est, l'IA est mûre. En tout cas, ChatGPT vraiment commence à... Les entreprises, les grosses multinationales, les gros GAFAM, comme on dit, Google, Facebook, Amazon, etc. Ben, on sent que ça y est, les gars, ils se sont adaptés. Là, récemment, j'ai vu que, je crois que c'est Microsoft, il y a aussi Google. Google, je suis pas sûr, mais il y a eu vraiment il y a des gros licenciements dans toutes les boîtes, les grosses boîtes, les gros GAFAM. Et en fait, on s'en doute bien, hein, c'est parce que voilà, ils ont commencé à vraiment automatiser plein de tâches et du coup, ils se séparent de l'humain parce que de toute façon, même pour se développer, ces boîtes vont de moins en moins avoir besoin d'humains. En tout cas, elles vont avoir besoin de moins d'humains, mais des humains de qualité, des humains qualifiés. On va pas parler de qualité parce que voilà, est-ce que c'est être un humain de qualité quand on sait utiliser l'IA, je sais pas. Mais en gros, des humains qualifiés en IA qui vont pouvoir justement mettre en place des nouveaux workflows, voilà, faire des gains de productivité. Et on sent vraiment que l'IA arrive à commencer à vraiment à intégrer tout le monde professionnel, tout le monde de la tech. Et, euh, et même là, c'est en train d'arriver aussi sur le grand public, on va dire. Parce que là, on a eu très récemment la vague, là, comment ça s'appelle déjà? Le starter pack. Je sais pas si tu as vu passer ça. Mais en gros, les gens voilà, se sont rendus compte qu'on pouvait aller sur chatgpt.com, taper un prompt et on pouvait avoir sa tête dans un starter pack. Voilà, c'est comme une fiche produit d'un petit jouet qui a ta tête, un personnage avec ta tête. Et puis tu peux mettre tu vois, des petits outils comme, je sais pas, un chapeau que tu peux emboîter sur la tête. Enfin, c'était un petit peu bizarre. Moi, j'ai pas fait mon starter pack comme tout le monde. Mais voilà, les gens se sont rendus compte qu'il y avait quand même quelque chose, même si il y avait pas mal de gens quand même qui avaient découvert ChatGPT, mais c'était plus des profils comme nous, les solopreneurs, comme les créateurs de contenu en ligne, les entrepreneurs, etc. Mais c'est vrai que là, le grand public a compris que voilà, il y avait l'IA, que ça commençait à devenir quand même assez sérieux. Et puis aujourd'hui, on a des outils comme VO3 de Google qui génèrent carrément des vidéos, carrément des mondes parallèles. On n'est plus sur de l'image de synthèse ou voilà, c'est juste, ça crée des mondes parallèles carrément. Ça crée des vidéos où on a vraiment du mal. Après, moi j'ai l'œil et la plupart des gens ont l'œil pour voir la différence justement entre une bonne vidéo, enfin une vidéo réelle et une vidéo fausse. D'ailleurs, là, on arrive à un point central de mon podcast, de mon sujet, c'est que pour moi, la vidéo, là, déjà, il y a eu le texte, ensuite, il y a eu l'image, maintenant, il y a la vidéo. Et là, la vidéo, c'est ce qui est en train, on va dire qu'aujourd'hui, quand tu regardes, quel est le format le plus consommé sur Internet? C'est la vidéo. Les gens, ils lisent plus des articles de blog. Ils vont plus sur Instagram pour regarder des carousels ou des photos de toi à la plage avec ton ordinateur en train de travailler et générer des milliers d'euros. Non, les gens ils regardent des vidéos sur TikTok, des reels, voilà, des TikTok, des reels, des YouTube Shorts, etc. Des vidéos YouTube quand ils sont plus posés à la maison. Et, euh, et la vidéo, c'est vraiment le format du temps, le format moderne, on va dire. Et là, si l'IA, elle arrive à remplacer, enfin du moins à créer du contenu qui concurrence les créateurs de contenu vidéo aujourd'hui, là on arrive vraiment à un stade où il va y avoir une fracture. Et c'est l'un des points de ce podcast, c'est que comment est-ce qu'on va s'adapter justement à des IA qui créent, qui peuvent créer du contenu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en vidéo. Et les gens, ils peuvent... voilà. Aujourd'hui, l'attention, c'est le nerf de la guerre. C'est là, the money is there, the money is here. C'est sur la capture, c'est sur la vidéo. Et si les gens restent
devant ta vidéo, tu vas avoir plus d'abonnés, tu vas avoir plus de likes, plus de personnes qui vont cliquer sur ton lien dans la description et rejoindre tes programmes, etc. Et c'est comme ça que les créateurs de contenu aujourd'hui ont le plus de trafic. Ok, il y a encore les blogs, ça marche, j'en suis la preuve. Moi, je sais qu'il y a encore du trafic sur mes blogs, donc le SEO, ça fonctionne encore. Il y a des stratégies, hein. Mais voilà, le gros de la masse et le futur de la création de contenu, du moins pour aujourd'hui, ça va être la vidéo. Et là, l'IA est en train de prendre cette place, de prendre cette compétence. Et du coup, comment on fait? Moi, à l'époque, je faisais beaucoup d'écrits. Donc je me suis dit, bon, il faut que j'évolue, je fasse peut-être un peu plus d'images, un peu plus de vidéos, un peu plus d'audio. Et d'ailleurs, même l'audio, hein, les IA aujourd'hui, c'est bon, c'est plié aussi, hein. Avec Google LM, l'outil Google LM, qui résume énormément, oui, et fantastiquement bien les PDF, des trucs comme ça. Maintenant, tu peux, ça fait déjà un moment, hein, tu peux filer un PDF à Google LM, un outil encore de Google. Google, ils sont vraiment au taquet en ce moment sur l'IA. Et il va te faire un résumé complet. Il va te faire un résumé complet de ce PDF, mais en podcast, avec plusieurs personnes qui débattent sur le sujet, etc., etc. C'est un truc de fou. Donc, les IA peuvent créer des podcasts, elles peuvent créer des vidéos. Elles sont de plus en plus intelligentes. Là, on est été 2025. GPT-5 là, arrive dans les jours, les semaines, les jours qui arrivent. Donc vraiment, voilà, Sam Altman a dit que ça arrivait pour juillet, août, voilà, été 2025. Et donc c'est pour dans pas longtemps. Et du coup, comment est-ce qu'on va faire quand sur YouTube, on aura des chaînes YouTube gérées 100% par IA, par des humains, parce qu'aujourd'hui c'est par des humains, mais peut-être que demain ce sera même des IA qui vont gérer des chaînes YouTube, hein. Et rien ne nous dit que demain Google, enfin YouTube, hein, c'est pareil, rien ne nous dit que demain YouTube dise, bah voilà, nous on va commencer à créer des chaînes YouTube, parce qu'on a suffisamment de données sur l'expertise des gens, on a des IA expertes, on a des résultats sur, on sait ce que les gens aiment, sur quoi ils vont cliquer, sur quelle vidéo ils vont rester, sur quelle vidéo ils vont se barrer, on sait tout ça. Et ben nous, on va commencer à créer des chaînes YouTube en IA, 100% IA, où on va faire des vidéos. Et là, YouTube, aujourd'hui, ils nous payent pour qu'on soit sur leur plateforme, pour qu'on crée du contenu sur leur plateforme. Les réseaux sociaux, les médias sociaux, Instagram, YouTube, etc. Eux, leur gagne-pain, c'est la création de contenu. Si toi, tu vas pas sur leur plateforme, elle ne sert à rien. Si toi, tu vas pas créer du contenu sur leur plateforme n'a pas de nouveauté, ne crée pas de contenu, et du coup, les gens, ils n'ont rien à consommer et ils vont pas sur leur plateforme. Donc, si ils n'ont pas de créateurs de contenu, eh ben, ils vont pas faire de vues, etc., etc. Donc, leur but, c'est que toi, tu viennes sur leur plateforme, créer du contenu. C'est pour ça qu'ils nous payent pour le nombre de vues, qui font tout pour mettre bien les créateurs ces dernières années. Mais là, si eux, ils sont capables de créer des créateurs de contenu, et pourquoi ils se feraient chier à nous payer, nous, pour créer du contenu imparfait, etc. Alors peut-être que nous, on peut apporter une petite créativité, une autre touche, voilà, le côté humain, mais on va rester vraiment sur le truc que, de manière générale, YouTube, ça les empêche. Rien ne va les empêcher d'ici quelques années, ça j'en suis sûr, de commencer à créer des chaînes YouTube en s'inspirant de tout ce qui s'est fait, de toutes les données qu'ils ont depuis peut-être 15 ans, et ça fera peut-être 20-30 ans quand ils le feront, et de commencer à eux-mêmes créer leurs propres vidéos avec leur propre contenu parfaitement adapté, avec des créateurs de contenu qui peuvent faire 1, 2, 3, 4, 5 vidéos par jour, tout le temps, alors que toi, tu peux pas. Et avec des créateurs qui peuvent carrément être en direct 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour répondre aux questions des consommateurs des plateformes. Et toi, tu vas faire quoi à côté? Quand YouTube ou même des humains vont utiliser l'intelligence artificielle pour créer des chaînes YouTube, pour envoyer du contenu en balle et tout, comment est-ce que tu vas faire pour contrer ça? Comment est-ce qu'on va faire? On va pas pouvoir être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en train de créer du contenu. D'ailleurs, en disant ça, ça me fait penser à un truc. Alors, j'ai vu que récemment, Google, là je pars un petit peu
hors sujet, hein, comme d'hab. Mais j'ai vu que Google avait. Ils ont fait quoi? Ils ont fait. Ah oui, ils ont un peu limité, tu sais, la rémunération sur YouTube. C'est par rapport au nombre de vues que tu fais. Et tu es payé par rapport au nombre de vues. Tu vois, il y a un comment on appelle ça? Le CPM, pardon, coût pour 1000 vues. Et par exemple, pour 1000 vues sur YouTube, tu peux gagner entre 1, 4, peut-être 10 euros, entre 1 et 5 euros, on va dire. Je sais pas si ça va jusqu'à 10, mais voilà, pour 1000 vues sur YouTube, si tu fais 1000 vues, bah, tu gagnes entre 1 et 4 euros, tu vois. Et aujourd'hui, bah, ils ont sorti, enfin il y a quelques jours, là, début juillet 2025, ils ont sorti une nouvelle, une news, qui dit, alors je sais pas exactement, mais j'ai vu, c'est on va arrêter la monétisation si vos vidéos je crois que enfin, si elles sont générées par IA et si c'est de la rediffusion, on paye pas. On paye rien du tout. Donc déjà, ça veut dire que YouTube ils disent vous occupez pas de l'IA, c'est nous qu'on va s'en occuper. Bon, pour l'instant ils s'en occupent pas plus que ça, mais quand même, à côté ils ont VO3, création de vidéos, etc. etc. Et en même temps ils nous disent bah on vous donne un outil mais l'utilisez pas. L'utilisez pas parce que sinon on vous paye pas sur YouTube. Ça sert à rien. Parce qu'en même temps, je sais que leur outil il est pas mature, donc ils n'ont pas forcément envie qu'on voit, tu vois, sur YouTube des vidéos pourries, dégueulasses, arriver en masse. Parce que si ça fonctionne, bah t'inquiète pas qu'il y a des gens, ils voient que ça fonctionne, que ça fait de la vue, et ben ils vont pas hésiter à bombarder YouTube avec des vieilles vidéos de merde VO3. Donc je pense aussi qu'ils font ça pour limiter les vidéos de merde sur YouTube. Mais t'inquiète pas que le jour où les vidéos seront matures, où ils vont comprendre que les gens, ils en ont rien à foutre si c'est une vidéo IA ou pas, tant que ça leur apporte de la valeur, ils y vont. Et ben t'inquiète pas que là, ils n'hésiteront pas à soit commencer à monétiser les contenus IA tant que c'est de la qualité, et eux-mêmes, pourquoi pas, créer du contenu. Donc en gros, je me suis un peu dispersé, mais en gros, un jour, c'est sûr, YouTube, ils vont créer leurs propres vidéos, leur propre contenu, ils vont nous concurrencer, donc on va être en concurrence avec des créateurs de contenu qui eux sont infatigables, hein. Comme je te dis, c'est des créateurs de contenu qui peuvent être en direct chaque jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où tu peux aller poser des questions et tout, ils vont te répondre, comment je fais ça, tac tac, ils vont tout te répondre. Des coachs accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc la création de contenu c'est terminé, même le coaching, il y a plein de business coaching, formations en ligne qui vont sauter. Il en restera toujours et puis ça va se faire petit à petit quoi. Mais ça aussi c'est voué à disparaître, donc c'est hyper compliqué. Qu'est-ce qu'on va devenir les amis? Solopreneur, qu'est-ce qu'on va devenir? Eh ben on va avoir quelques pistes, moi je vais vous donner un petit peu quelques pistes que j'ai, mais en gros c'est simple, c'est l'IA. L'IA elle est très intelligente, l'IA elle est experte, de plus en plus experte, de plus en plus présente. Et vraiment, c'est une révolution semblable à celle d'Internet dans les années 2000. On va vraiment changer de paradigme. C'est vraiment, là, je sens le truc arriver. 2025, comme je disais, c'est vraiment une année charnière. Et on va passer vraiment à un moment où, comme je disais, sur YouTube, on va rester sur le format vidéo, hein. Sur YouTube, en fait, il va y avoir de plus en plus de contenu faux, tout simplement. Et sur Internet de manière générale, hein, va scroller sur Facebook, tu vas voir, il y a des contenus en ce moment qui cartonnent. C'est des vidéos qui sont générées par IA. Et voilà, en fait. Et même, c'est des images, hein. Il y a même les images, tu as des vidéos, mais les images en ce moment, elles cartonnent, où tu as l'impression que c'est vrai. Il y a des vidéos aussi, en vrai, il y a plein, il y a les deux formats qui sont en train de cartonner en ce moment. Et ça fait des likes de partout, ça fait des commentaires. Voilà, moi sur mon Facebook qui est plus orienté nature jardin, en fait il y a plein en ce moment ce qui fonctionne, ce qui cartonne, c'est la photo d'une fermière, tu vois, une fermière la vingtaine, blonde, tu vois, très jolie et tout, et qui dit bah voilà moi je suis fermière et c'est un métier difficile, je sais pas quoi, tu vois. Et c'est donc une image, on dirait que c'est une image vraie, mais moi je sais que c'est de l'IA. Et dans les commentaires, tu as tous les gars, tous les boomers qui disent oh, mais t'es très belle, allez, courage ma belle, etc. Et en fait, tu as des centaines et des centaines de commentaires comme ça. Et les gens, dès maintenant, ils savent même pas en fait que c'est de l'IA. Et du coup, on est vraiment dans ce paradigme où il y a des faux univers qui sont créés. Internet se scinde vraiment en
il y a le vrai et le faux, tout simplement. Tu vois, il y a un peu comme il y a quelques années, tu avais le chat, ce qui est écrit par l'humain et ce qui est écrit par l'IA. Aujourd'hui, tu as le monde. Parce que finalement, les vidéos, c'est ce qui était vraiment preuve d'authenticité à l'époque. Vidéo, on sait que c'est vrai, tout ça, tu vois. Et maintenant, aujourd'hui, on peut plus faire la différence entre le vrai et le faux. Donc la fracture, elle se trouve ici. Et c'est là où il y a la fracture, hein. Je ne sais plus exactement où je voulais en venir, où j'en étais, etc. Mais en gros, il va y avoir une fracture sur Internet. En fait, quand on va aller sur Internet, quand on va regarder des vidéos sur YouTube, etc., sur les réseaux sociaux, eh ben, on va ne plus savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Et au final, moi, je pense qu'on va se dire, plus qu'on ne sait pas ce qui est vrai et ce qui est faux, on va en déduire que tout ce qu'on voit sur Internet, de toute façon, est faux. Quand je parle de faux, c'est que ça a été, tu vois, s'il y a une vidéo, toutes les vidéos qu'on voit où on a l'impression, je sais pas, Macron a fait un discours hier pour faire une grande annonce, etc. Eh ben, c'est faux en fait. Parce que, tu vois, on ne saura pas tout ça. Donc on partira du fait que tout ce qu'on voit sur Internet, parce qu'il y aura, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y aura euh, une génération massive de contenu. Et si les plateformes laissent faire tout ça, et après, ça, au bout d'un moment, ça va être à leur avantage de laisser faire aussi. Donc, ça va aussi dépendre des plateformes, mais si elles laissent faire tout ça, au bout d'un moment, on va plus savoir si ce qu'on voit sur Internet est vrai et faux. Et on va partir du fait que si on ne sait pas, on va partir du fait que tout est faux. Sur Internet, tout ce qu'on voit sur Internet est faux. On ne peut pas prouver que c'est vrai. Il y a pas de, voilà, on ne sait pas comment faire le check, tu vois, fake news, etc. Et du coup, on va partir sur le fait que tout est faux. Et du coup, on va avoir une transformation de la manière dont on consomme Internet, de la perspective dont on voit Internet. Et je pense qu'il y aura, je sais pas comment expliquer, mais une nouvelle façon de consommer l'Internet, une nouvelle façon d'être sur Internet, et tout va changer. Tout va changer parce que on ne saura pas vraiment. En fait, finalement, vu qu'on va prendre toutes les choses comme fausses, on va se dire que Internet c'est tout faux. Donc c'est un peu un univers parallèle. Et après, on rentre un petit peu dans le délire Matrix où on pourra interagir avec l'univers parallèle, etc. Alors du coup, Internet, ce sera plus comme une sorte de deuxième vie, tu vois, un petit peu le truc, tu vois, un petit peu le scénario Matrix. Et après, voilà, je ne sais pas comment est-ce que ça va partir. Tu vois, c'est là où on ne sait plus vraiment, pour moi en tout cas, c'est là où je ne sais plus vraiment après ce que ça va être. Mais en tout cas, comment nous, est-ce qu'on va s'adapter en tant que solopreneur? Je pense que, et puis pareil, là, en ce moment, je vois sur les téléphones, on a sur Android, là, j'ai ma compagne là, qui a eu une mise à jour sur son téléphone où Gemini, en fait, tu sais, l'assistant IA de Google, prend voilà, la main sur le téléphone en gros. Tu sais, avant il y avait assistant Google, ça c'est terminé. Maintenant Gemini, c'est ton assistant Google. Ils sont en train de mettre, regarde, si par exemple toi tu es vraiment assez assidu sur les paramètres de confidentialité, il y a pas mal de marques comme notamment Samsung qui ont mis justement en automatique des paramétrages où Gemini peut faire des liens entre toutes les applications parce qu'en fait ils l'ont remplacé par assistant Google. Donc en gros, ils ont mis les IA sur ton téléphone, elles peuvent faire des liens entre Gmail, entre Google Docs, Google Sheet. Donc du coup, niveau confidentialité, c'est pas top parce que des intelligences aussi puissantes que ça qui ont accès à toutes tes données, ça peut justement changer un petit peu tes habitudes de gérer tes données, hein, de gestion de données. Donc voilà, il y a peut-être des ajustements à faire avant de laisser la main aux IA sur tes données personnelles en gros. Et donc là, on est vraiment dans ce stade où l'IA est en train de être vraiment de plus en plus intégrée à nos habitudes de consommation. Nous, on est tous à fond dans la technologie, hein. On est tous accros à nos portables. Personne ne peut passer plus d'une heure sans son téléphone. Enfin voilà, on est tous accros à notre technologie. Et là, on est en train d'avoir l'IA qui s'insère dans ça tout simplement. Et donc on arrive à une époque où euh, eh ben, euh, on va avoir une interface entre nous et Internet. Et cette interface, ça va être l'IA. En gros, elle va faire, tu vois, dans quelques années, moi je pense que sur notre téléphone, on n'aura plus l'application. Il n'y aura plus rien, il n'y aura pas YouTube, Facebook, tout ça, ça sera terminé. Et, et c'est vraiment ce qui est en train de se dessiner, tu vois, avec les API.
Donc les API, c'est ce qui permet on va dire c'est ce qui permet aux applications de communiquer entre elles. Et je pense qu'on va avoir une grosse, tu vois, la grande liste d'applications que tu as sur ton téléphone, elle va bien diminuer. Et en fait, on aura les IA avec lesquelles on va avoir des conversations, on va parler avec nos IA, et ces IA, elles, iront sur Facebook, YouTube, chercher ce dont on a besoin, ou chercher ce qu'elles jugent qui est bon pour nous. Et c'est là, encore une fois, où il y a un danger, c'est est-ce que toi, tu vas être l'esclave de ton IA, donc tu vas laisser l'IA décider pour toi ce qui est bon, laisser prendre l'IA, laisser l'IA prendre les décisions pour toi, ou est-ce que c'est l'IA qui va être à ton service, qui va être ton esclave entre guillemets. Elle est là la grande question. Est-ce qu'après 2025, est-ce que 2026, 27, 28, 30, tu vas mettre des choses en place dans ton business, dans ton organisation personnelle? Est-ce que tu vas mettre des choses en place pour faire en sorte que l'IA soit à ton service, ou plutôt tu vas tout lui donner et c'est elle qui va te dire ce qui est bon pour toi ou pas? Parce que l'IA, elle est experte en tout, elle va bientôt connaître tout sur toi et bientôt elle sera tellement intelligente qu'elle saura ce qui est bon pour toi et ce qui est pas bon pour toi. Et est-ce que on va garder notre libre arbitre dans tout ça? Je sais pas. Est-ce qu'on va donner notre capacité à prendre des décisions à l'IA parce qu'elle saura mieux ce qui est bon pour nous? C'est là la question. Donc est-ce que toi, aujourd'hui, tu es en train de mettre des choses en place qui font que l'IA travaille pour toi? Ou est-ce que tout simplement tu es en train de laisser l'IA s'intégrer dans ton quotidien, dans tes habitudes, dans tes données personnelles, etc., pour que ça soit elle justement qui prenne toutes les décisions, qui fasse tout pour toi et que tu n'aies plus grand chose à faire. Donc je pense qu'elle est là aujourd'hui la question. Moi j'essaye justement de plus en plus de faire en sorte, j'ai toujours fait en sorte que l'IA soit travaille pour moi et qu'elle soit bah, voilà, à mon service, etc. Mais je me rends compte qu'avec le temps, les avancées de l'IA, etc., eh ben, ça va être de plus en plus difficile justement d'avoir une IA à son service et ça va être plutôt l'inverse parce qu'elle va s'immiscer comme ça dans nos données, dans nos vies, dans nos applications, dans nos smartphones, etc. Et est-ce que voilà, est-ce qu'on va pas se faire bouffer par l'IA? Donc c'est là la question. Moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de réfléchir à ça, à cette question. Tu as l'espace des commentaires pour en parler. Et dis-nous si tu as mis en chose des places pour justement que l'IA soit plutôt ton esclave que inversement. Il y a des outils comme N8N. Je t'invite à aller écouter un de mes anciens podcasts qui parle justement comment est-ce que j'ai configuré N8N pour créer des articles de blog en automatique avec un simple copier-coller, etc. Tu iras voir dans mes anciens épisodes. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu. Cette petite voilà, projection dans le futur à la solopreneur minimaliste t'a plu. Si ça t'a plu, dis-moi-le dans les commentaires, mets un petit pouce, abonne-toi, mets des étoiles si t'es sur les plateformes de podcast. Et puis n'hésite pas à aller voir le petit lien qu'il y a dans la description. Il y aura peut-être 2-3 trucs qui vont t'intéresser. Et puis je te dis à la prochaine, dans un prochain épisode. Salut!